Alfred Hitchcock présente Histoire abominable. Sortilège par M.R. James, traduit par Jonas. Lettre manuscrite. Le 15 avril 1900, 3 points de suspension. Monsieur, le conseil d'association de suspension nous prie de vous retourner le projet d'une communication sur la vérité de l'alchimie que vous avez bien voulu nous proposer de faire à notre prochaine réunion et de vous informer que le conseil ne voit pas la possibilité de l'inclure dans son ordre du jour. Veuillez agréer. 3 points de suspension. Signé le secrétaire. Lettre manuscrite. Le 18 avril 1900, 3 points de suspension. Monsieur, à mon grand regret, mes engagements ne me permettent pas de vous accorder une entrevue au sujet de la communication que vous nous proposiez. Par ailleurs, notre règlement ne prévoit pas que vous puissiez, comme vous le suggérez, en discuter avec des comités de notre conseil. Permettez-moi de vous donner l'assurance que le projet que vous nous avez soumis a été examiné avec le plus grand soin et qu'il n'a pas été rejeté sans qu'il ait été fait appel au jugement d'une personnalité qui fait autorité en la matière. Aucun élément personnel, ouvrez la parenthèse, est-il besoin que je le mentionne, fermez la parenthèse, n'a eu la plus légère influence sur la décision du Conseil, je vous prie de croire, 3 points de suspension. Le 20 avril 1900, 3 points de suspension, le secrétaire de l'association, point de suspension, a l'honneur d'informer M. Carswell qu'il lui est impossible de communiquer le nom de la ou des personnes à qui a pu être soumis son projet de communication et désire en outre lui signifier qu'il ne serait envisagé de répondre à toute autre lettre ayant trait à cette affaire. Ouvrez les guillemets. Mais qui donc est M. Carswell pour l'interrogation, fermez guillemets, demanda la femme du secrétaire. A été passé au bureau de son mari et peut-être abusivement s'était emparé de la dernière des 3 lettres que la dactylo venait d'apporter. Ouvrez les guillemets. Pour l'instant, ma chérie, M. Carswell est un homme furieux. En dehors de cela, je ne sais pas grand-chose de lui, sinon qu'il a de la fortune, que son adresse est Leford Abbey, Warwickshire, qu'apparemment il est alchimiste et veut nous entretenir de son art. C'est à peu près tout. Si ce n'est que pendant une semaine ou 2, je n'ai pas envie de le rencontrer. Maintenant, si tu es prête à partir, moi aussi. Qu'est-ce que tu as bien pu faire pour qu'il soit furieux? Pour l'interrogation demanda Madame la secrétaire. La chose habituelle, ma chérie, la chose habituelle. Il m'a envoyé le projet d'une communication qu'il entendait faire à la prochaine réunion. Nous l'avons soumis à Edward Dunning, à peu près le seul homme en Angleterre au courant de ces questions, fermez le tiret, qui a jugé que cela n'avait ni queue ni tête. Nous l'avons donc refusé. Depuis lors, Carswell me bombarde de lettres. La dernière chose qu'il voulait savoir était le nom de l'homme auquel nous avions transmis ces sornettes. Tu as vu ce que je lui répondais, mais pas un mot là-dessus à aucun prix. Bien sûr que non, ai-je jamais commis d'indiscrétion, point d'interrogation, mais j'espère bien qu'il ne parviendra pas à savoir que c'est le pauvre M. Dunning. Pourquoi le pauvre M. Dunning, pour l'interrogation? C'est un homme très heureux, Dunning, des tas de marottes, une maison confortable et tout son temps à lui. Je voulais dire simplement que je le plaindrais si cet homme venait à connaître son nom et cherchait à l'ennuyer. Ah, point d'exclamation, oui, je crois bien qu'alors ce serait vraiment le pauvre M. Dunning, fermez les guillemets. Le secrétaire et sa femme ne déjeunaient pas chez eux et les amis chez qui ils devaient se rendre étaient des gens de Warwickshire. Madame la secrétaire avait donc l'intention bien arrêtée de leur poser des questions judicieuses sur M. Carswell. Il n'eut pas à se donner du mal pour introduire ce sujet. En effet, quelques minutes à peine s'étaient écoulées que la maîtresse de maison dit à son mari, ouvrez les guillemets, j'ai vu ce matin l'abbé de Leford, fermez les guillemets. Le mari fit entendre un sifflement, ouvrez les guillemets. Ah, point d'exclamation, oui, qu'est-ce qui peut bien l'amener à Londres, point d'interrogation. Dieu seul le sait, il sortait du British Museum quand je passais en voiture, fermez les guillemets. Il n'y avait rien d'anormal à ce que Madame la secrétaire s'informât si la personne dont on parlait était vraiment prêtre. Ouvrez les guillemets. Oh, point d'exclamation, non ma chère, ce n'est qu'un de nos voisins de campagne qui a acheté Leford Abbey. Il y a quelques années, son vrai nom est Carswell.
Est-ce un de vos amis? Point d'interrogation, fermez les guillemets, demanda le secrétaire avec un petit clin d'œil à sa femme. Cette question déchaîna un flot de remarques et il n'y avait vraiment rien à dire en faveur de M. Carswell. Nul ne savait ce qu'il faisait de sa personne. Ses domestiques étaient tous des gens affreux. Il avait inventé pour son usage personnel une nouvelle religion et célébrait on ne sait quel épouvantable rite. Rien ne le blessait et il ne pardonnait jamais. Il avait un visage atroce, persistait à dire leur hôtesse, ouvrez les parenthèses, son mari n'était pas entièrement de cet avis, fermez la parenthèse. Il ne faisait jamais une bonne action et son influence lorsqu'il exerçait était maléfique. Ouvrez les guillemets. Rends justice à ce pauvre homme, ma chérie, interrompit le mari, j'oublie la fête qu'il a donnée aux enfants des écoles. L'oublier, certes, non, point d'exclamation, mais je suis contente que tu en parles parce qu'elle donne une idée de l'individu. Écoutez un peu, Florence. Le premier hiver qu'il a passé à Ludlow, notre charmant voisin écrivit à M. Farrer, le pasteur de sa paroisse, ouvrez la parenthèse, ce n'est pas le nôtre, mais nous le connaissons très bien, fermez la parenthèse. Lui proposant de montrer aux enfants quelques projections avec sa lanterne magique, il prétendait en posséder d'un genre tout à fait nouveau qui les intéressait, croyait-il. Le pasteur fut assez surpris car M. Carswell paraissait plutôt enclin à se démontrer désagréable à l'égard des enfants. Il se plaignait notamment de ce qu'il pénétrait dans sa propriété ou de quelque chose de ce genre. Cependant, l'offre fut acceptée, bien entendu. On fixa un soir et notre ami alla s'assurer lui-même que tout se passait bien. Ses propres enfants assistaient à une réunion récréative que nous avions organisée de notre côté, et le pasteur nous exprima plus tard sa gratitude de leur avoir ainsi évité la séance de M. Carswell. Ouvrez les guillemets. Ce dernier s'était évidemment mis en tête de rendre ses petits spectateurs fous de terreur. Je crois bien qu'il y serait parvenu si on lui avait permis de continuer. Il commença par des choses relativement anodines, entre autres, italique, le petit chaperon rouge, fermé italique, et même là, dit M. Farrer, le loup était si horrible que l'on dut faire sortir quelques-uns des tout petits. Il précisa que M. Carswell, pour amorcer ce conte, produisit un bruit semblable au hurlement d'un loup dans le lointain. C'était bien le son le plus sinistre qu'il eût jamais entendu, point d'exclamation. Toutes les vues projetées étaient très ingénieuses et parfaitement réalistes. Mais où les avait-il prises, point d'interrogation? Comment les avait-il réalisées, point d'interrogation? M. Farrer ne pouvait l'imaginer, le spectacle se poursuivait et l'horreur allait grandissant. Les enfants, hypnotisés, observaient le plus parfait silence. À la fin, M. Carswell passa une série représentant un petit garçon qui traversait son parc, ouvrait les tirets, lui fort, veux-je dire, fermait les tirets, le soir. Il n'était pas dans la salle un seul enfant qui ne put reconnaître le lieu d'après les projections. Ce pauvre enfant fut suivi, puis pris en chasse, rattrapé et mis en pièces par une affreuse créature sautillante de blanc vêtu, que l'on voyait d'abord se faufiler parmi les arbres et qui, progressivement, devenait de plus en plus visible. M. Farrer dit que cela lui valut le plus affreux cauchemar dont il ait gardé le souvenir. On ose songer à l'effet produit sur des enfants, cette fois c'en était trop. Il interpella vertement M. Carswell, lui disant que cela ne pouvait continuer. Tout ce que l'autre répondit fut de point, ouvrez les guillemets, à point d'exclamation. Vous pensez qu'il est temps de mettre fin à notre petite séance et de les envoyer au lit, à la maison, point d'interrogation. Très bien, point d'exclamation, fermez les guillemets, ouvrez les guillemets. Alors, s'il vous plaît, point d'exclamation, il projeta une autre vue de point, un gros amas de serpents de 1000 pattes, de répugnantes créatures ailées. Par quel procédé les fit-il, pour ainsi dire, sortir hors de l'écran et se répandre parmi les spectateurs? Ce phénomène s'accompagnant d'une sorte de bruissement sec qui mit les enfants au bord de la folie, point d'interrogation. Il va de soi que ce fut la débandade. Un bon nombre d'entre eux furent blessés, plus ou moins gravement, dans cette ruée vers la sortie, et je suis convaincu que pas un ne ferma l'œil cette nuit-là. À la suite de quoi, il y eut toutes sortes d'histoires dans le village. Bien entendu, les mères imputèrent en grande partie la faute à M. Farrer, et s'il avait pu franchir la grille, je crois bien que les pères auraient brisé toutes les fenêtres de l'abbaye.
Eh bien, ma chère, vous savez maintenant qui est M. Carswell, et il vous est facile d'imaginer à quel point nous désirons sa compagnie. Oui, je crois qu'il a en lui toutes les possibilités d'un criminel distingué, ce Carswell, dit notre hôte. Je plaindrai celui qui figurerait sur sa liste noire. Est-ce lui, ou bien est-ce que je le confonds avec un autre point d'interrogation, demanda le secrétaire, qui depuis quelques minutes fronçait les sourcils, comme lorsqu'on cherche à se rappeler quelque chose. Est-ce lui qui a publié une, italique, histoire de la sorcellerie, fin d'italique, il y a quelques 10 ans ou plus, point d'interrogation. C'est bien lui. Vous souvenez-vous des comptes rendus de la presse, point d'interrogation? Certes. Et ce qui nous intéresse également, c'est que je connaissais l'auteur du plus virulent de tous. Vous aussi, vous devez vous rappeler John Harrington. Il était à St. John en même temps que nous. Mais oui, très bien, en effet, encore que je ne crois pas l'avoir revu, ni avoir entendu parler de lui depuis mon départ de l'université jusqu'au jour où j'ai lu le récit de l'enquête faite à son sujet. Une enquête, pour l'interrogation, dit une des dames. Qu'est-ce qui lui était arrivé, pour l'interrogation? Ce qui lui est arrivé, c'est qu'il est tombé d'un arbre et s'est cassé le cou. Mais ce qu'on ne comprenait pas, c'était la raison qui avait pu l'inciter à grimper là-haut. C'était très mystérieux, il faut bien le dire. Voilà cet homme qui n'avait rien d'un sportif, n'est-ce pas, pour l'interrogation, et chez qui l'on n'avait jamais remarqué la moindre tendance à l'extravagance, qui rentre chez lui par une route de campagne tard dans la soirée, pas de vagabond dans les environs. Il était bien connu et très populaire dans ces parages. Tout à coup, il se met à courir éperdument, perd son chapeau et sa canne, et finalement grimpe à un arbre difficile à escalader, qui poussait dans la haie. Une branche morte cède, le voilà qui dégringole et se casse le cou. On le trouve le lendemain matin avec, sur son visage, une expression d'épouvante, la plus affreuse que l'on puisse imaginer. Il était certes assez clair que quelque chose l'avait poursuivi. On parla de chiens sauvages, de fauves échappés à des ménageries, mais on a dû abandonner ces pistes. C'était en 89, et je crois que son frère Henry, que je me rappelle ainsi à Cambridge, mais vous non, sans doute, s'efforce encore de trouver la clé de cette affaire. Il prétend lui que son frère a été victime de malveillance. Je ne sais qu'en penser, on ne voit pas très bien comment il aurait pu intervenir, fermer les guillemets. Un moment plus tard, la conversation roula de nouveau sur italique, l'histoire de la sorcellerie, fin d'italique. Ouvrez les guillemets, l'avez-vous jamais feuilleté, pour l'interrogation, demanda notre hôte. Oui, dit le secrétaire, j'ai fait mieux, je l'ai lu. Était-ce aussi mauvais qu'on le prétendait, pour l'interrogation? Impossible quant au style et à la forme, le livre méritait l'éreintement qu'il a eu, mais en outre c'était un livre malfaisant. L'auteur ajoutait foi au moindre mot de ce qu'il écrivait, et je me trompe fort s'il n'a pas expérimenté lui-même la plupart de ses recettes. Le seul compte-rendu dont je me souvienne est celui de Harrington, et je dois dire que si j'avais été l'auteur du livre, cela m'aurait ôté à tout jamais l'ambition d'écrire. Je n'aurais jamais pu relever la tête. Cela n'a pas eu cet effet dans le cas qui nous occupe, mais il est déjà 3h30, il faut que je m'en aille, fermez les guillemets. Pendant le trajet, la femme du secrétaire lui dit de point, ouvrez les guillemets, j'espère que cet affreux bonhomme ne découvrira pas que M. Durning a eu quelque chose à voir avec le refus de son exposé. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de chance, dit le secrétaire. Durning n'en parlera pas lui-même, ces choses-là sont confidentielles, aucun de nous non plus, pour la même raison. Carswell ne peut pas connaître son nom car Durning n'a rien publié sur le sujet. Le seul danger, c'est qu'il s'enquiert auprès des employés du British Museum, où il a coutume de consulter les manuscrits d'alchimie. Il ne m'est guère possible de leur dire de ne pas mentionner Durning, n'est-ce pas? Point d'interrogation. Ce serait le meilleur moyen de les pousser à bavarder. Espérons que cela n'arrivera pas, fermez les guillemets. Cependant, M. Carswell était un homme astucieux, mais tout ceci n'est qu'un prologue. Quelques jours après, un soir de cette même semaine, M. Edward Durning
revenait du British Museum où il s'était livré à des recherches et regagné la confortable maison de banlieue où il vivait en célibataire avec deux excellentes femmes qui étaient depuis longtemps à son service. Il n'y a pas, pour le décrire, de détails à ajouter à ce que nous savons déjà. Suivons-le tandis qu'il rentre dignement chez lui. Un train le déposa à 2 ou 3 km de sa maison et un tram le mena un peu plus loin. Le terminus se trouvait à quelques 300 mètres de sa porte. Il n'avait plus envie de lire lorsqu'il monta dans le tram et, à vrai dire, la lumière était telle qu'elle ne lui permettait pas d'autre occupation que l'examen des affiches publicitaires collées sur les vitres qui se trouvaient en face de son siège. Il va de soi qu'il avait eu maintes occasions de contempler les affiches qui figuraient sur cette ligne de tram et qu'à l'exception peut-être du dialogue brillant et convaincant échangé entre M. Longcloud et un éminent Cassier sur les vertus des ouvrez les guillemets pyrétiques salines, fermez les guillemets, elle ne donnait pas beaucoup de champ à son imagination. Je me trompe, 2 points, il en était une à l'angle du tram, le plus éloigné de lui, qui ne lui semblait pas familière. Elle était en lettres bleues sur fond jaune, et tout ce qu'il pouvait apercevoir était un nom, 2 points, John Harrington, et quelque chose qui ressemblait à une date. En connaître davantage ne pouvait avoir pour lui aucun intérêt. Pourtant, malgré cela, lorsque le tram se vida, il eut tout juste assez de curiosité pour se déplacer le long du siège de façon à pouvoir la déchiffrer plus à son aise. Et il se sentit, jusqu'à un certain point, payé de sa peine. L'affiche n'était pas du genre habituel. Elle était ainsi libellée, 2 points, italique, à la mémoire de John Harrington, F.S.A. Les Lauriers, Ashbrook, mort le 18 septembre 1889. Il lui fut accordé 3 mois de répit. Fin d'italique. Le tram s'arrêta. Le conducteur dut inviter M. Dunning, qui contemplait encore les lettres bleues sur fond jaune, à se lever. Ouvrez les guillemets. Je vous demande pardon, dit-il, je regardais cette affiche. Elle est étrange, n'est-ce pas, pour l'interrogation, fermez les guillemets. Le conducteur la lut lentement, ouvrez les guillemets. Ça alors, dit-il, je l'ai encore jamais vue, celle-là. C'est pas banal. Quelqu'un qui a voulu faire le malin, je pense, fermez les guillemets. Il sortit un torchon et, sans oublier la salive, en frotta la vitre. Puis, il le passa à l'extérieur. Ouvrez les guillemets. Non, dit-il en revenant, ce n'est pas de la décalcomanie, c'est comme qui dirait en plein dans le verre. Je veux dire que la matière elle-même, vous croyez pas, monsieur? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Monsieur Denis examina et frotta avec son gant avant d'approuver. Ouvrez les guillemets. Qui s'occupe chez vous de la publicité et donne l'autorisation de coller ces affiches? Point d'interrogation. J'aimerais que vous vous renseigniez. Je vais simplement relever les mots. Fermez les guillemets. À ce moment, on entendit la voix du mécanicien. 2 points. Ouvrez les guillemets. Grouille-toi, George Scheller. Ça va, j'ai d'autres chats à fouetter par ici. Viens, on peut mettre le nez sur cette vitre. Qu'est-ce qu'elle a, cette vitre? Pour l'interrogation, fermez les guillemets, dit le mécanicien en approchant, ouvrez les guillemets. Où? Point d'exclamation. Alors, et qui diable c'est I. Harrington? Pour l'interrogation. Et qu'est-ce que ça veut dire pour l'interrogation? Je demandais précisément qui était responsable de la publicité dans vos voitures et je faisais remarquer qu'on ferait bien de se livrer à une petite enquête au sujet de celle-ci. Ben monsieur, ça se passe dans les bureaux, ce genre de travail. C'est notre monsieur Teams, je crois, qui étudie tout ça. En partant ce soir, je lui ferai dire et peut-être que je pourrai vous expliquer ça demain si vous vous trouvez par ici. Fermez les guillemets. Ce fut tout ce qui se passa ce soir-là. Monsieur Denis se donna simplement la peine de chercher Ashbrook et découvrit que c'était dans le Warwickshire. Le lendemain, il retourna à Londres. Le tram, ouvrez les parenthèses, c'était le même, fermez les parenthèses, était trop plein le matin pour qu'il pût dire un mot au conducteur. La seule certitude qu'il eut, c'était qu'on avait fait disparaître la curieuse affiche. La fin de la journée apporta un nouvel élément de mystère. Il avait manqué son tram, ou bien il avait préféré rentrer à pied, mais à une heure relativement tardive.
Alors qu'il travaillait dans son bureau, la femme de chambre vint lui dire que 2 employés des trams désiraient vivement lui parler. Cela lui remit à l'esprit cette affiche que, dit-il, il avait presque oubliée. Il fit entrer les hommes, le mécanicien et le receveur, et quand on s'en fut occupé des rafraîchissements, il demanda ce que M. Timms avait eu à dire au sujet de cette affiche. Ouvrez les guillemets. Ben voilà, monsieur, c'est pour ça que nous avons pris la liberté de venir faire un tour par ici, dit le receveur. M. Timms, il m'en a dit de toutes les couleurs à Williams à propos de ça. D'après lui, il n'y avait pas de réclame de ce genre qu'on avait envoyé, commandé, payé, affiché, ni rien, sans parler qu'elle n'y était pas, et que nous étions des idiots de lui faire perdre son temps. Ouvrez les guillemets. Ben, j'y ai dit, si c'est comme ça, tout ce que je demande, M. Timms, que je dis, c'est d'aller y voir en personne. Bien qu'il dit, j'y vais, fermez les guillemets, et nous voilà partis. Eh bien, je vous fais confiance, monsieur, si cette réclame, comme nous disons, était pas là, avec Harrington dessus, clair comme de l'eau de roche, les lettres bleues sur le verre jaune, et comme je l'ai dit à ce moment-là, même que vous étiez de mon avis, dans le verre, parce que si vous vous rappelez, vous vous souvenez que je l'ai frotté avec mon torchon. Bien sûr, je le revois très bien. Ah, point d'exclamation. Vous pouvez le dire, mais je suis pas de cet avis, monsieur Timms. Il est rentré dans la voiture avec une lampe, non? Il a dit à Williams de tenir la lampe en dehors, ouvrez les guillemets, alors qu'il dit où elle est, cette réclame de malheur dont vous m'avez cassé les oreilles, pour l'interrogation, fermez les guillemets, ouvrez les guillemets. La v'là que je fais, monsieur Timms, fermez les guillemets, et je mets la main dessus. Le receveur s'arrêta, ouvrez les guillemets, alors dit monsieur Dorling, disparu, j'imagine, cassé, point d'interrogation. Cassé, point d'exclamation. Ah, point d'exclamation. Bah oui, il n'y avait pas, croyez-moi, pas pu de traces de lettres bleues. Elles étaient, ces lettres, sus morceau de verre que 3 points de suspension. Mais à quoi bon ce que je peux dire pour l'interrogation? J'ai jamais vu une chose comme ça. Je fais confiance à Williams ici, mais comme je dis, à quoi ça me servirait de parler, point d'interrogation? Et qu'a dit monsieur Timms, point d'interrogation? Oh, point d'exclamation. Il a fait ce que je l'avais forcé de faire, et il nous a lancé tous les noms qui lui passaient par la tête, et je suis pas sûr que je lui donne tout à fait tort. Mais ce que nous avons pensé, William et moi, c'est que nous vous avions vu prendre par écrit quelques-unes de 3 points de suspension. Oui, ces lettres, 3 points de suspension. Oui, j'ai encore le papier. Vous voulez que je parle moi-même à monsieur Timms et que je lui montre, point d'interrogation. C'est pour cela que vous êtes venu, point d'interrogation. Voilà, je te l'avais bien dit, William. Adresse-toi à un type comme il faut. Si tu en trouves un sur ta route, voilà ce que je pense. Tu vois, George, tu reconnaîtras que je t'ai pas fait faire une trop grosse bêtise ce soir. Ça va, Williams. Pas besoin de dégoiser comme si tu avais dû me prendre par la peau du cou pour m'emmener ici. Je suis venu sans me faire prier. Pas vrai, point d'interrogation. Mais c'est pas tout ça. Faut pas que nous prenions tout votre temps, monsieur. Mais si par hasard vous aviez un moment pour passer au bureau de la compagnie demain matin et dire à monsieur Timms ce que vous avez vu de vos yeux, nous vous serons très reconnaissants de la peine. Comprenez-vous? C'est pas d'avoir été traité de 3 points de suspension, ça et du reste, qui nous fait quelque chose, mais si leur passait par la tête au bureau, nous avons des choses qui étaient pas, alors, fil en aiguille, où nous serons dans 12 mois d'ici. Vous voyez, n'est-ce pas ce que je veux dire pour l'interrogation? Fermez le guillemets. Au milieu d'autres commentaires sur ces déclarations, George, entraîné par William, sortit de la pièce. L'incrédulité de M. Timms, qui connaissait M. Dunning pour avoir échangé avec lui des saluts, fut grandement modifiée le jour suivant par ce que celui-ci put lui dire et lui montrer. On effaça des registres de la compagnie toute mauvaise note qu'on avait pu accoler au nom de George et de William. Mais d'explication, il n'y en avait point. L'intérêt de M. Dunning
comprenait à l'affaire fut entretenu par l'incident que se produisit le lendemain après-midi, et se rendait à pied de son club à son train, lorsqu'il remarqua devant lui, à quelque distance, un homme tenant une poignée de feuilles, semblables au prospectus que distribuent aux passants les agents de maison qui ont de l'initiative. Cet agent n'avait pas choisi pour opérer une rue très fréquentée. En effet, M. Dunning ne le vit pas distribuer un seul de ses papiers avant qu'il arrivât lui-même sur place. Comme il passait, l'homme lui en glissa un dans la main qui le tendait frôla la sienne, il en ressentit un léger choc, elle semblait anormalement rude et chaude. En le dépassant, M. Dunning regarda l'homme et l'image qu'il en retira était si confuse qu'il ne put plus tard, en dépit de ses efforts, parvenir à l'évoquer. Il allait d'un pas vif et sans s'arrêter, il jeta un coup d'œil sur le papier. Celui-ci était bleu, son regard fut attiré par le nom de Harrington en grandes majuscules. L'instant d'après, la feuille lui fut arrachée des mains par un homme qui passa de toute allure et disparut à tout jamais. Il revint sur ses pas en courant, mais où était le passant pour l'interrogation? Où était le distributeur pour l'interrogation? M. Dunning était d'humeur un peu songeuse lorsque, le jour suivant, il passa dans la salle des manuscrits rares au British Museum. Il remplit un bulletin pour demander Harley 3586, ainsi que plusieurs autres volumes. On les lui apporta au bout de quelques minutes et il installait sur la table celui qui désirait consulter le premier, lorsqu'il lui sembla entendre chuchoter son nom derrière lui. Il se retourna brusquement et, ce faisant, fit tomber sur le sol la petite chemise qui contenait des feuilles volantes. Il ne vit pas de visage connu, sauf celui d'un des gardiens de la salle, qui lui fit un petit signe de tête, et il se mit à ramasser ses papiers. Il croyait les avoir tous, et s'apprêtait à se mettre au travail, quand, à la table derrière la sienne, un monsieur corpulent qui se levait pour partir et venait de rassembler ses papiers lui toucha à l'épaule et dit ouvrez les guillemets. Puis-je vous remettre ceci pour l'interrogation? Je crois que cela doit vous appartenir. Fermez les guillemets. Et il lui tendit une main de papier qui manquait. Ouvrez les guillemets. C'est à moi, merci. Fermez les guillemets, dit M. Dunning. L'homme quitta la pièce. Tout de suite après, lorsqu'il eut fini son travail de l'après-midi, M. Dunning échangea quelques propos avec l'employé de service et saisit l'occasion de lui demander qui était cet homme un peu corpulent. Ouvrez les guillemets. Il s'appelle Carswell, dit l'employé. Il y a une semaine, il m'a demandé quels étaient les grands spécialistes en matière d'alchimie, et bien entendu, je lui ai dit que vous étiez le seul dans ce pays. Je vais voir si je peux le rattraper. Il aimerait vous être présenté, j'en suis sûr. Pour l'amour du ciel, gardez-vous-en bien, pour l'exclamation, dit M. Dunning. Je tiens tout particulièrement à l'éviter. Ah, pour l'exclamation, très bien, dit l'employé. Il ne vient pas souvent ici. Il y a des chances pour que vous ne le rencontriez plus. Fermez les guillemets. Plusieurs fois en rentrant chez lui ce soir-là, M. Dunning s'avoua que la perspective d'une soirée solitaire ne le remplissait pas de la joie habituelle. Il lui semblait que quelque chose de mal défini, d'impalpable, s'était interposé entre lui et ses semblables, l'avait pris en charge en quelque sorte. Il voulait se serrer contre ses voisins dans le train et dans le tram, mais par hasard, train et tram étaient étonnamment vides. Le conducteur, George, était songeur et semblait plongé dans des calculs concernant le nombre de voyageurs. En arrivant chez lui, Dunning trouva sur le seuil le docteur Watson, son médecin. Ouvrez les guillemets. Je suis désolé, mais j'ai dû bouleverser tous vos arrangements domestiques, Dunning. Vos deux servantes sont, italiques, hors de combat, ferme italique. En fait, j'ai dû les envoyer à la clinique. Grand Dieu pour l'exclamation, qu'est-ce qu'elles ont pour l'interrogation? Cela ressemble à une intoxication alimentaire. Vous y avez échappé apparemment, sinon vous ne vous promèneriez pas. Je crois qu'elles s'en tireront. Mon Dieu, pour l'exclamation. Avez-vous une idée de ce qui l'a provoqué pour l'interrogation? Elles me disent qu'elles ont acheté à un marchand ambulant des coquillages pour leur déjeuner. J'ai fait une enquête qui m'a révélé qu'aucun marchand ambulant ne s'était présenté et d'autres maisons dans cette rue. Je n'ai pas pu vous faire prévenir, elles ne pourront rentrer avant quelque temps. De toute façon, venez dîner avec moi ce soir, et nous prendrons des dispositions par la suite, 8 heures. Ne vous inquiétez pas trop, fermez les guillemets.
La soirée solitaire lui fut donc épargnée au prix de quelques angoisses et de quelques inconforts. Il est vrai, M. Dunning passa une soirée agréable en compagnie du docteur, installé assez récemment, et rentra dans sa maison déserte vers 11h30. La nuit qu'il passa n'est pas une de celles qui lui plaît d'évoquer. Il était au lit, la lumière éteinte, et se demandait si la femme de ménage viendrait d'assez bonne heure le lendemain pour lui donner de l'eau chaude. Lorsqu'il entendit un bruit qu'il connaissait bien, de point, la porte de son bureau s'ouvrait. Aucun pas dans le couloir, mais le bruit ne présageait rien de bon, car il savait qu'il avait enfermé la porte ce soir-là, après avoir rangé ses papiers dans son secrétaire. Ce fut plutôt le respect humain que le courage qui l'incita au corridor à se pencher en chemise de nuit par-dessus la rampe et à tendre l'oreille. Aucune lumière n'était visible, on n'entendait plus aucun bruit. Seule une bouffée d'air tiède, voire même chaud, vint un instant jouer autour de ses tibias. Il repartit et décida de s'enfermer à la clé dans sa chambre. Toutefois, il y eut un autre désagrément, une compagnie suburbaine, en vaine d'économie, avait-elle décidé que la lumière qu'elle dispensait ne serait pas utile après minuit et cessait le travail, point d'interrogation. Le compteur était-il dérangé, point d'interrogation. Toujours est-il qu'il n'y avait pas de courant. Il ne lui restait qu'à trouver une allumette et à consulter sa montre. Autant savoir combien d'heures d'inconfort l'attendait. Il passa donc la main sous son oreiller vers le coin familier, mais elle n'alla pas jusque-là. Ce qui toucha, c'était, à ce qu'il raconta plus tard, une bouche munie de ses dents et entourée de poils, et, déclara-t-il, ce n'était pas la bouche d'un être humain. Je ne vois pas à quoi servirait de deviner ce qu'il vit ou fit. Il se trouva dans la chambre d'amis, la porte fermée à clé, l'oreille collée à la serrure, avant d'avoir entièrement retrouvé ses esprits. Il y passa la fin d'une nuit des plus pénibles, s'attendant à chaque instant à entendre ferrailler dans la serrure, mais rien ne se produisit. Au matin, non sans de multiples tremblements et l'oreille aux aguets, il se risqua à réintégrer sa chambre. La porte, heureusement, était ouverte et les stores levés, ouvrez les parenthèses. Les domestiques avaient quitté la maison avant que ne fût arrivée l'heure de les baisser, fermez les parenthèses. Bref, il n'y avait pas de trace d'occupant, sa montre aussi était à sa place habituelle. Rien n'avait été dérangé. Seule la porte de l'armoire s'était ouverte, selon son habitude invétérée. Un coup de sonnette à la porte de service annonça la femme de ménage, à qui la veille au soir on avait demandé de venir, ce qui donna à M. Dunning, lorsqu'il eut fait entrer, le courage de poursuivre ses recherches dans d'autres parties de la maison. Elles furent également stériles. La journée ainsi commencée se déroula de façon assez sinistre. Il n'osa se rendre au muséum, en dépit de ce qu'avait-il employé, Carswell pouvait y paraître, et Dunning ne se sentait pas de taille à affronter un étranger qui lui était probablement hostile. Sa propre maison lui était odieuse, il avait horreur de vivre en parasite chez le docteur. Il consacra un tout petit peu de son temps à aller faire un tour à la clinique, où il fut quelque peu réconforté par de bonnes nouvelles qu'on lui donna de sa gouvernante et de sa femme de chambre. À l'heure du déjeuner, il se rendit à son club et il éprouva une deuxième satisfaction en y rencontrant le secrétaire de l'association. Durant le déjeuner, Dunning lui conta le plus gros de ses malheurs, mais ne put se résoudre à parler de ceux qui pesaient le plus lourdement sur son esprit. Ouvrez les guillemets. Mon pauvre ami, dit le secrétaire, quel bouleversement, point d'exclamation. Nous sommes seuls à la maison, entièrement seuls, il faut que vous vous installiez chez nous. Oui, ne cherchez pas d'excuses, point d'exclamation, envoyez vos affaires cet après-midi, fermez guillemets. Dunning était capable de résister, à vrai dire, mesure que les heures passées, son angoisse à l'idée de ce qu'il attendait la nuit prochaine se faisait plus aiguë. Il était presque heureux en revenant précipitamment vers ses valises. Ses amis, lorsqu'ils eurent le loisir de l'examiner attentivement, furent un peu saisis du découragement que trahissait son aspect et firent de leur mieux pour le rendre d'aplomb. Ils n'échouèrent pas complètement, mais lorsque les deux hommes restèrent seuls à fumer un peu plus tard, Dunning redevint morne. Brusquement, il dit, ouvrez les guillemets, Gayton, je crois que cet alchimiste sait que c'est moi qui ai fait refuser son article. Fermez les guillemets. Gayton siffla, ouvrez les guillemets. Qu'est-ce qui vous le fait croire? Pour l'interrogation, fermez les guillemets, dit-il. Dunning lui rapporta sa conversation avec l'employé du muséum et Gayton fut bien obligé de reconnaître que son hypothèse était probablement correcte. Ouvrez les guillemets.
Non pas que cela m'impressionne, continua Denis, mais cela pourrait être très gênant si nous devions nous trouver face à face. Il a un mauvais caractère, j'imagine. Fermez les guillemets. La conversation tomba de nouveau. Gaëtan était de plus en plus frappé par l'immense tristesse qui se répandait sur les traits et dans l'attitude de Darling, et finalement, encore que cela lui coûta un effort considérable, il lui demanda tout de go s'il n'était pas tourmenté par quelque chose de grave. Darling poussa une exclamation de soulagement, ouvrez les guillemets. Je mourrais d'envie de m'en libérer l'esprit, dit-il. Avez-vous des renseignements sur un homme qui s'appelait John Harrington? Pour l'interrogation, fermez les guillemets. Gaëtan fut saisi au point que tout d'abord, il ne peut que demander pourquoi. Dunning lui conta alors tout ce qui lui était arrivé, ce qui s'était passé dans le tram, dans sa maison, dans la rue, le trouble qui s'était emparé de son esprit et ne l'avait pas encore quitté. Et il termina en répétant la question par laquelle il avait commencé. Gaëtan ne savait que lui répondre. Il serait peut-être bon de lui raconter la fin de Harrington, mais Dunning était très nerveux. L'histoire était sinistre et il ne pouvait s'empêcher à se demander s'il n'avait pas entre ces deux cas un lien qui serait la personne de Carswell. Hypothèse difficile à accepter par un esprit scientifique, mais l'expression, ouvrez les guillemets, suggestion hypnotique, fermez les guillemets, passait facilement cette concession. À la fin, il décida que ce soir, la prudence dicterait sa réponse. Il examinerait la situation avec sa femme. Il répondit donc qu'il avait connu Harrington à Cambridge et croyait qu'il était mort subitement en 1889, ajoutant quelques détails sur l'homme et les travaux qu'il avait publiés. Il ne manqua pas d'examiner la situation avec Madame Gaëtan et, comme il l'avait prévu, elle sauta sur la conclusion qui s'était présentée à son esprit. Ce fut elle qui lui rappela l'existence du frère de Harrington, encore vivant, Henry. Elle lui suggéra aussi qu'on pourrait l'atteindre par l'intermédiaire de la hôte de la veille, ouvrez les guillemets. Il se peut que ce soit un original fini, objecta Gaëtan. Nous pourrions le savoir par les Bennett qui le connaissent, fermez les guillemets, rétorqua Madame Gaëtan. Dès le lendemain, elle alla voir les Bennett. Il n'est pas nécessaire de raconter par le menu de quelle façon Denis et Henry Harrington furent mis en présence. L'épisode qui s'impose maintenant est le récit d'une conversation qui eut lieu entre les deux hommes. Denis avait raconté à Harrington la façon étrange dont le nom du défunt avait été porté à son attention, et de plus avait vaguement parlé de ce qui lui était advenu par la suite. Elle avait ensuite demandé si Harrington en retour serait disposé à rappeler quelques-unes des circonstances qui avaient entouré la mort de son frère. On peut imaginer à quel point Harrington fut surpris par ce qu'il apprenait et ne se fit pas prier pour répondre. Ouvrez les guillemets. Jeune, dit-il, quelques semaines avant la catastrophe, mais non immédiatement avant, et était indéniablement par moments dans un état très bizarre. Il y avait à cela plusieurs causes. La principale était qu'il s'imaginait être suivi. Sans doute c'était un homme impressionnable, et jamais auparavant il ne s'était fait des idées semblables. Je ne peux me débarrasser de la pensée qu'il était en butte à la malveillance, et ce que vous me révélez sur vous-même me rappelle beaucoup le cas de mon frère. Est-ce que vous voyez quelques rapports possibles? Pour l'interrogation. Il y en a précisément un qui s'est vaguement présenté à mon esprit. Il m'a dit que votre frère, peu de temps avant sa mort, avait publié un compte-rendu très sévère d'un livre. Or, tout récemment, le hasard m'a placé sur le chemin de l'homme qui est l'auteur de ce livre, et dans des conditions susceptibles de m'attirer sa rancune. Vous n'allez pas me dire que cet homme s'appelle Carswell? Pour l'interrogation. Pourquoi pas? Pour l'interrogation. C'est justement son nom. Fermez les guillemets. Henry Harrington se renversa dans son fauteuil. Ouvrez les guillemets. Voilà qui est décisif pour moi, et maintenant, il faut que j'aille plus avant dans mes explications. D'après certaines paroles qu'il prononça, j'ai la certitude que mon frère commença à croire, bien contre son gré, que Carswell était à l'origine de tous ses ennuis. Il faut que je vous dise quelque chose qui ne me paraît pas étranger à la situation. Mon frère était passionné de musique et elle a fréquemment assisté à des concerts à Londres. 3 mois avant sa mort, elle revenait d'un de ses concerts et me passa son programme, un programme analytique. Ouvrez les tirets, il les gardait toujours, fermez les tirets, pour que j'y jette les yeux, ouvrez les guillemets. J'ai bien failli ne pas rapporter celui-ci, dit-il, je suppose que je l'avais laissé tomber. Quoi qu'il en soit, je le cherchais sous mon fauteuil,
dans mes poches, etc. Et mon voisin me proposa le sien. Il me demanda si je lui permettais de me l'offrir, car il n'en avait plus le besoin. Et parti tout de suite après. Je ne sais pas qui c'était, un homme corpulent, visage entièrement rasé. J'aurais regretté de ne pas retrouver ce programme. Il va de soi que j'aurais pu en acheter un autre, mais celui-ci ne m'a rien coûté. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Une autre fois, il me dit qu'il s'était senti mal à l'aise tant en regagnant son hôtel qu'au cours de la nuit. En y réfléchissant, j'établis maintenant une corrélation entre ces faits. Peu de temps après, il renvoyait ses programmes, les classant pour les faire relier. Dans le dernier, sur lesquels, soit dit en passant, j'avais à peine jeté un rapide coup d'œil. Il trouva entre les toutes premières pages un petit papillon qui portait des caractères singuliers en rouge et en noir, tracés avec un soin manifeste. Pour moi, cela ressemblait plus qu'à toute autre chose à des caractères runiques. Ouvrez les guillemets. Mais, me dit-il, cela doit appartenir à mon gros voisin, cela mériterait de lui être renvoyé. C'est peut-être une copie de quelque chose, il est clair que quelqu'un s'est donné du mal pour le faire. Comment trouver son adresse pour l'interrogation, fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Nous examinâmes la chose ensemble et tombâmes d'accord que cela ne valait pas une annonce. Il était préférable que mon frère cherchât l'homme au prochain concert qui aurait lieu bientôt. Le papier était posé sur la brochure, nous étions tous les deux près du feu. C'était un soir d'été, il faisait frais et le vent soufflait. Je suppose qu'un coup de vent ouvrait la porte sans que je m'en aperçoive. En tout cas, une subite bouffée d'un vent tiède passait entre nous, souleva le papier et l'envoya droit dans le feu. Le papier était léger, mince, il flamba et sans s'effriter s'engouffra dans la cheminée. Ouvrez les guillemets. Eh bien, dis-je, impossible maintenant de le rendre, fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Il resta silencieux une minute, puis manifestant quelques irritations, Non, mais pourquoi t'acharner à le répéter pour l'interrogation? Je lui fis remarquer que je ne l'avais pas dit plus d'une fois. Pas plus de 4 fois, veux-tu dire, fermez les guillemets. Fut sa seule remarque. Ouvrez les guillemets, je me rappelle tout cela très nettement, sans la moindre raison valable. Et maintenant, pour en revenir au fond de l'affaire, je ne sais pas si vous avez regardé ce livre de Carswell dont mon malheureux frère avait fait le compte-rendu. C'est peu probable, mais moi oui. Tant avant qu'après sa mort, la première fois, nous en avons ri ensemble. Le style en était pitoyable. On y trouvait tout ce qui peut faire dresser les cheveux sur la tête d'un ancien étudiant d'Oxford. Et puis cet homme gobait tout. Il mélangeait les mythes classiques, les histoires de la italique, légende dorée, fin italique, avec des récits de coutumes pratiquées de nos jours chez les sauvages. Tout cela très justifié, sans aucun doute, quand on sait l'utiliser, mais ce n'était pas son cas. Il semblait mettre sur le même plan la italique, légende dorée, ferme italique, et le rameau d'or en italique, et ajouter foi à l'une et à l'autre. Donc, après le malheur, j'ai repris le livre. Il ne s'était pas amélioré, mais cette fois, il fit sur mon esprit une impression différente. Ouvrez les guillemets. Je soupçonnais, je vous l'ai dit, que Carswell nourrissait de la rancune à l'égard de mon frère, et même qu'il était jusqu'à un certain point responsable de ce qui était arrivé. Son livre m'apparaissait maintenant comme une œuvre sinistre. Je fus frappé en particulier par un chapitre où il était question d'user de sortilèges, soit pour gagner l'affection des gens, soit pour s'en débarrasser. Plus spécialement à cette dernière fin. Il évoquait tout cela d'une façon qui me semblait dénoter que ces choses-là lui étaient familières. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais je suis à peu près certain, d'après les renseignements que j'ai pu recueillir, que l'homme complaisant du concert était Carswell. Je soupçonne, j'irai même jusqu'à affirmer que le papier était important, et je crois bien que si mon frère avait été en mesure de le rendre, il serait encore en vie. C'est pourquoi il me vient à l'esprit de vous demander si vous avez quoi que ce soit ajouté à ce que je vous ai dit, fermez les guillemets. En guise de réponse, Dunning avait relaté l'épisode de la salle des manuscrits au British Museum. Ouvrez les guillemets. Alors, il vous a vraiment tendu quelques feuilles, les avez-vous examinées pour l'interrogation? Non, pour l'interrogation, il faut, si vous me le permettez, que nous les regardions ensemble, sans tarder et très minutieusement, fermez les guillemets.
Ils se rendirent à la maison, qui était encore vide, car les deux domestiques n'étaient pas en état de reprendre le travail. La poussière recouvrait les papiers de Dunning sur sa table de travail. Dans une chemise se trouvaient les cahiers de papier brouillon, de petits formats dont il se servait pour ses notes. De l'un de ceux-ci, lorsqu'il le prit, s'échappa tournoyant avec une célérité inquiétante un papillon de papier mince et léger. La fenêtre était ouverte, mais Harrington la ferma violemment, juste à un temps pour intercepter le papier qu'il attrapa au vol. Ouvrez les guillemets. C'est bien ce que je pensais, il est possible que nous ayons là le même papier qui fut remis à mon frère. Il faut être sur vos gardes, Dunning, il se peut que cela signifie quelque chose de grave pour vous, fermez les guillemets. Ils tinrent une longue consultation, le papier fut soigneusement examiné, comme l'avait dit Harrington. Les caractères qu'il portait ressemblaient à des runes, plus qu'à toute autre chose, mais ni l'un ni l'autre ne pouvaient les déchiffrer. Il hésitait à les copier, de crainte, avouait-il, de perpétuer tout dessein maléfique qu'il pouvait receler. Ainsi n'a-t-il pas été possible, ouvrez parenthèse, s'il m'est permis d'anticiper légèrement, fermez les parenthèses, de vérifier ce que transmettait ce message, ouvrez les tirets, ou cet ordre, fermez les tirets, étrange. De toute façon, Dunning et Harrington étaient convaincus qu'ils avaient pour effet d'attirer ce possesseur dans une compagnie fort indésirable. Ils s'accordaient à penser qu'il fallait le renvoyer à son lieu d'origine, et de plus que le seul moyen sûr et certain était de s'y employer en personne, et là, il était nécessaire d'avoir recours à l'artifice, puisque Carswell connaissait Dunning de vue. Il lui fallait d'abord modifier son aspect en se rasant la barbe. Oui, mais si le coup était porté auparavant pour l'interrogation, Harrington était d'avis qu'on pouvait se en fixer la date. Il connaissait la date du concert où là, ouvrez guillemets, marque noire, fermez les guillemets, avait été mise sur son frère de point, c'était le 18 juin. La mort avait suivi le 18 septembre. Dunning lui rappela que l'inscription qu'il avait lue sur la vitre du tram mentionnait 3 mois, ouvrez les guillemets, peut-être, ajouta-t-il dans un rire sans joie, l'échéance de mon billet est-elle fixée aussi à 3 mois. Je crois que mon agenda me permettra de préciser, oui, l'incident du muséum s'est produit le 23 avril, ce qui nous amène au 23 juillet. Et maintenant, vous comprenez qu'il devient extrêmement important pour moi de suivre le déroulement des ennuis de votre frère, s'il vous est possible d'en parler. Bien sûr, le sentiment d'être épié chaque fois qu'il se trouvait seul était tout d'abord ce qui l'affligeait le plus. Au bout d'un certain temps, je pris l'habitude de coucher dans sa chambre et il s'en trouva mieux. Mais il parlait beaucoup dans son sommeil. De quoi, pour l'interrogation, est-il sage de s'y appesantir? Tout au moins avant que tout ne soit arrangé. Pour l'interrogation, je ne le crois pas. Je peux cependant vous dire ceci, 2 envois lui parvinrent par la poste pendant ces 2 mois, portant l'un et l'autre le timbre de Londres. L'adresse était tracée d'une écriture impersonnelle de commis. L'un était une gravure sur bois de Bewick, arrachée sans précaution à une page, une gravure qui montre une route au clair de lune. Un homme la suit, traqué par une horrible créature à aspect de démon. Elle portait en légende les vers du italique vieux marin, fermé l'italique, dont la gravure était, j'imagine, une illustration évoquant celui qui, s'étant une fois retourné, italique, poursuit sa route et ne se retourne plus, car elle sait qu'un horrible démon marche sur ses talons. Ouvrez les guillemets. L'autre était une éphéméride, du genre de celle qu'envoient fréquemment les fournisseurs. Mon frère n'y prêta pas attention, mais je l'examinai après sa mort et constaté que tous les feuillets avaient été arrachés à la suite du 18 septembre. Vous serez peut-être surpris qu'il soit sorti le soir où il fut tué, mais le fait est que, durant les quelques 10 derniers jours de sa vie, il s'était senti entièrement libéré de cette impression d'être suivi ou pied fermé les guillemets. La consultation aboutit à ceci, de point. Harrington connaissait un voisin de Carswell, ce qui lui permettrait, pensait-il, de surveiller les mouvements de celui-ci. Le rôle de Dunning consisterait à se trouver prêt à chaque instant, à se poster sur la route de Carswell, à garder le papier en sécurité et dans un endroit aisément accessible. Ils se séparèrent
Les semaines qui suivirent mirent les nerfs de Dunning à rude épreuve. La barrière impalpable qui avait semblé se dresser autour de lui depuis le jour où il avait reçu le papier se transforma graduellement en une obscurité qui l'enveloppait et l'empêchait de recourir aux moyens d'évasion auxquels on aurait pensé qu'il pouvait avoir recours. Il n'y avait auprès de lui aucun de ceux qui auraient pu les lui suggérer. Et on eût dit qu'il avait été dépouillé de tout esprit d'initiative, avec une angoisse indicible, tandis que s'écoulaient mai, juin et le début de juillet. Il attendait un message de Harrington, mais pendant tout ce temps, Carswell n'avait pas bougé de Luford. Enfin, moins d'une semaine avant la date qu'ils en étaient fixés à considérer comme le terme de ses activités terrestres, un télégramme lui parvint, italique. Il quitte Victoria par le train, paquebot, jeudi soir, soyez-y, sans faute, je viens chez vous, ce soir, Harrington. Point. Fin italique. En effet, il arriva et ils arrêtèrent leur plan. Le train partait de Victoria à 21h et le dernier arrêt avant Douvres était Croydon West. Harrington repérerait Carswell à Victoria et chercherait Dunning à Croydon, l'appelant au besoin par un nom convenu. Dunning, déguisé de son mieux, ne devait avoir aucune étiquette ou initiale sur ses bagages à main. Il lui fallait à tout prix qu'il eût le papier sur lui. Point n'est besoin de décrire l'attente angoissée de Dunning sur le quai de Croydon. Le sentiment du danger qui le menaçait n'avait fait qu'augmenter durant les derniers jours, du fait que les nuages qui l'entouraient s'étaient nettement éclaircis. Cet allègement était de mauvais augure. Si Carswell l'évitait maintenant, il n'y avait plus d'espoir et il y avait de grandes chances qu'il en fût ainsi. Le bruit de ce voyage pouvait être un stratagème. Les 20 minutes durant lesquelles il arpenta le quai et harcela tous les porteurs de questions concernant le train paquebot furent les plus sombres qu'il eût jamais connus. Cependant, le train arriva. Harrington était à la portière. Il importait bien entendu qu'ils ne paraissent pas se connaître. Dunning pénétra donc dans le train par l'extrémité la plus éloignée du wagon et ne gagna que graduellement le compartiment où se trouvaient Harrington et Carswell. Il était content, à tout prendre, de constater que le train était loin d'être complet. Carswell était sur le qui-vive, mais n'eut pas l'air de reconnaître Dunning, qui s'assit sur la banquette opposée, cependant pas exactement en face de lui, et essaya, sans succès d'abord, de supputer les possibilités d'opérer le transfert désiré. À côté de Dunning, en face de Carswell, les manteaux de ce dernier étaient entassés sur la banquette. Il ne servirait à rien d'y glisser le bout de papier. Dunning ne serait ou ne se sentirait en sécurité que s'il pouvait d'une façon ou l'autre offrir le papier et le faire accepter par l'autre. Un sac était ouvert, il contenait des papiers. Pouvait-on le cacher, de façon que Carswell l'oublie peut-être dans le compartiment pour l'interrogation. Dunning le retrouverait et le lui rendrait. C'était le seul plan qui lui paraissait réalisable. Si seulement il avait pu se concerter avec Harrington, mais il n'en était pas question. Les minutes passaient, à plusieurs reprises, Carswell se leva et sortit dans le couloir. La seconde fois, Dunning était sur le point de s'arranger pour faire tomber le sac de la banquette, mais il surprit le regard de Harrington qui le mettait en garde. Du couloir, Carswell les observait, probablement pour voir s'ils se connaissaient. Il revint, mais il était évidemment inquiet, agité, et lorsque se leva pour la troisième fois, l'espoir surgit, car quelque chose tomba vraiment de la banquette sur le sol, presque sans bruit. Dunning ramassa l'objet et vit qu'il tenait la solution dans ses mains. C'était une des enveloppes dans lesquelles Cook place ses billets. Elle contenait des billets. Ces enveloppes sont pourvues d'une poche dans la couverture. En quelques secondes, le papier dont nous avons entendu parler était dans la poche de cette enveloppe. Pour que l'opération puisse s'effectuer avec plus de sécurité, Harrington se tenait dans l'embrasure de la porte du compartiment et se débattait avec le store. C'était fait,
Et il était temps car le train ralentissait en approchant de Douvres. Au bout d'un instant, Carswell rentra dans le compartiment. À ce moment, Dunning réussit, sans savoir comment, à maîtriser le tremblement de sa voix, lui tendit l'enveloppe à billets et dit de point, ouvrez les guillemets, puis-je vous remettre ceci, monsieur, pour l'interrogation. Je crois que cela vous appartient, fermez les guillemets. Après avoir jeté un rapide coup d'œil sur le billet qui était à l'intérieur, Carswell donna la réponse espérée, de point, ouvrez les guillemets. Oui, monsieur, je vous suis très obligé, fermez les guillemets. Et il plaça le tout dans la poche de sa veste. Durant les quelques moments qui leur restaient, moments de tension et d'angoisse, car ils ignoraient à quoi pourrait conduire la découverte prématurée du papier, les deux hommes remarquèrent que le compartiment semblait s'obscurcir autour d'eux, que la température s'élevait, que Carswell ne tenait pas en place, qu'il était oppressé. Il attira vers lui le paquet de vêtements en vrac sur la banquette, et le rejeta comme s'il lui répugnait. Eux, le cœur serré par l'angoisse, s'affairaient à rassembler leurs bagages. Mais ils eurent, l'un et l'autre, l'impression que Carswell était sur le point d'ouvrir la bouche lorsque le train entra en gare de Douvreville. Tout naturellement, dans le trajet de la ville à la gare maritime, ils se tinrent tous les deux dans le couloir. À la gare maritime, ils sortirent, mais il y avait si peu de voyageurs qu'ils durent s'attarder sur le quai jusqu'à ce que Carswell, flanqué de son porteur, les eut dépassés pour gagner le bateau. Et ce fut après cela seulement qu'ils purent, sans danger, échanger une pression de main et un mot laconique de félicitations. Dunning était au bord de l'évanouissement. Harrington le fit s'adosser contre le mur, tandis que lui-même faisait quelques pas en avant pour regarder la passerelle où Carswell venait d'arriver. L'employé, posté à l'entrée, examina le billet du voyageur qui, chargé de vêtements, descendit dans les profondeurs du bateau. Brusquement, l'employé lui cria de point, ouvrez les guillemets, et là-bas, monsieur, est-ce que l'autre monsieur a montré son billet pour l'interrogation? De qui diable voulez-vous parler pour l'interrogation, fermez les guillemets, lui répliqua Carswell de sa voix hargneuse. L'homme se pencha et le regarda, ouvrez les guillemets, le diable, point d'interrogation, je ne sais pas vraiment, fermez les guillemets. Harrington l'entendit dire, pour lui seul d'abord, puis tout haut, de point, ouvrez les guillemets, pardon monsieur, je me suis trompé, ce devait être vos couvertures, pour l'exclamation, fermez les guillemets. Puis à un de ses subordonnés près de lui, de point, ouvrez les guillemets, est-ce qu'il avait un chien avec lui ou quoi? Point d'interrogation. Bizarre, j'aurais juré qu'il n'était pas seul. Bon, quoi qu'il en soit, c'est à ceux du bord de s'en occuper. Le bateau est parti. Dans une semaine, nous verrons arriver les gens qui partent en vacances, fermez les guillemets. 5 minutes plus tard, il n'y avait rien d'autre que la lumière du bateau qui diminuait, la longue rangée de lumières de Douvres, la brise nocturne et la lune. Longtemps, Dunning et Harrington s'attardèrent dans leur chambre où italique Lord Varden, fin d'italique, bien que le plus gros de leur angoisse eût disparu. Un doute pesait sur eux, il n'était pas négligeable, certes. Avait-il le droit d'envoyer un homme à la mort comme il pensait l'avoir fait pour l'interrogation? Ne devrait-il pas au moins l'avertir pour l'interrogation? Ouvrez les guillemets. Non, disait Harrington, s'il est, comme je le crois, un assassin, nous avons simplement fait justice. Cependant, si vous croyez que cela vaut mieux, 3 points de suspension, mais comment et où l'avertir pour l'interrogation? Son billet n'allait pas plus loin qu'Abbeville, dit Dunning, je l'ai vu. Je pourrais télégraphier aux hôtels que donne le guide. Johan, examinez l'enveloppe où se trouve votre billet, Dunning. Je serai plus tranquille, nous sommes le 21, et il lui reste encore un jour. Mais j'ai bien peur qu'il n'ait disparu dans les ténèbres, fermez les guillemets. Et ils déposèrent des télégrammes au bureau de l'hôtel. On ne sait pas très bien si ceux-ci parvinrent à destination, ou si, dans ce cas, ils furent compris. Tout ce qu'on sait, c'est que l'après-midi du 23, un voyageur anglais qui regardait à Abbeville la façon de Saint-Vulfranc, où des réparations importantes étaient alors en cours, fut frappé à la tête et tué sur le coup par une pierre tombée de l'échafaudage dressé autour de la tour nord-ouest. Alors qu'il n'y avait, comme il fut nettement prouvé, aucun ouvrier à ce moment-là sur l'échafaudage. L'identité du voyageur avait été révélée par ses papiers qui portaient le nom de Carswell. On n'ajoutera qu'un seul détail. Lors de la vente des biens de Carswell, une série de Bewicks, vendue sans garantie de défaut, fut acquise par Harrington. La page
où aurait dû se trouver le bois du voyageur et du diable était, comme il s'y attendait, mutilé. Après un intervalle judicieux, Harrington répéta à Dunning certaines des choses qu'il avait entendues son frère dire dans son sommeil, mais Dunning l'arrêta rapidement.